Le gamin aux cheveux blancs est en train d'étrangler un type en costume, en pleine crise existentielle. Il met toute sa hargne à étrangler ce mec contre la fenêtre. Mais le salaud en costard ne fait que ricaner, lui demandant si c'est tout ce qu'il a dans le ventre. Le type en costard lâche le nom Cerberus, et le gamin aux cheveux blancs a l'air d'avoir vu un fantôme. On a un flash d'une arme dégainée, suggérant le moment où tout a mal tourné. De retour au présent, le gamin sort sa propre arme, hurlant au type en costard de crever. Un coup de feu résonne depuis le gratte-ciel, alors que quelqu'un crie le nom de son père. Puis boum, on est projeté dans un flashback à Tokyo quelques années plus tôt. La scène se passe dans un bar karaoké, un changement d'ambiance total par rapport à la tentative de meurtre. À l'intérieur, un gars insouciant chante à plein poumon, complètement inconscient de son avenir. On apprend le nom du chanteur, Kai Fukudome, alors que son ami le complimente sur sa prestation. L'ami, Park Yoo-jun, balaie les éloges d'un revers de main, disant qu'ils sont dans le milieu depuis toujours. Yoo-jun devient sérieux, demandant à Kai s'il a remarqué les nouveaux clients qui viennent d'arriver. Toute une putain de bande armée de battes de baseball déboule dans le couloir du bar karaoké. Le chef de la bande défonce la porte, hurlant les noms de Kai et Yoo-jun. Kai a l'air confus, demandant à Yoo-jun si c'est lui qui a commencé ça, mais Yoo-jun ne fait que ricaner. Le chef des voyous arme sa batte, prêt à démolir complètement un de nos gars. Il abat sa batte, faisant éclater la table pendant que Yoo-jun reste là, complètement imperturbable. Le poing de Yoo-jun commence à luire alors qu'il dit calmement qu'il a essayé de garder son sang-froid ces derniers temps. Il démolit ensuite le chef de la bande avec un coup de poing surpuissant en plein visage. Kai Fukudome se jette dans la bagarre, décochant son propre coup de poing lumineux sur un autre voyou. Pendant la bagarre, Kai se plaint sérieusement de ne pas avoir été invité à un rendez-vous de groupe. Yoo-jun fracasse le visage d'un type avec un tambourin, chambrant Kai en lui disant que les filles ne l'aiment pas. Yoo-jun se met en garde face au dernier membre du gang encore debout, qui transpire à grosses gouttes. Il déchaîne un autre coup de poing brutal et surpuissant en pleine mâchoire du pauvre type. Le dernier voyou est envoyé valser à travers la porte d'un coup de pied, passant juste devant deux filles choquées. Yoo-jun explique qu'il n'a pas invité Kai parce qu'une fille nommée Rika se serait mise en colère. Kai est immédiatement troublé et se met à rougir à la simple mention du nom de Rika. La police débarque dans la pièce saccagée, demandant s'ils peuvent parler aux garçons. Kai et Yoo-jun transpirent maintenant nerveusement, leur combat de dur à cuire immédiatement oublié. La scène change pour ce qui ressemble au siège de la police métropolitaine de Tokyo. Un vieux type commence à leur faire la morale sur leur choix de vie, tout en tenant une vapoteuse. On rencontre l'inspecteur Takanori Tsutsumi, qui connaît manifestement bien ces deux fauteurs de troubles. Yoo-jun essaye de jouer la carte de la légitime défense depuis une cellule de garde à vue, mais Tsutsumi le rembarre. L'inspecteur leur rappelle que leur réputation de bagarreurs est exactement la raison pour laquelle les gangs les ciblent. Yoo-jun ricane et fait l'idiot à propos de son passé violent, appuyé contre les barreaux comme un voyou. Tsutsumi s'énerve, demandant qui nettoie leurs conneries, et Yoo-jun envoie balader le vieux schnock. Kei interrompt leur chamaillerie pour rappeler à l'inspecteur un événement vendredi prochain. L'humeur de Yoo-jun change instantanément. Il devient super excité et exige que Tsutsumi soit là. Le grand événement secret se révèle être l'anniversaire de maman, alors qu'on voit un bar local. La scène explose avec des cotillons, lançant la célébration de l'anniversaire. On rencontre la mère de Kai, Yuki Fukudome, l'air ravi devant son gâteau d'anniversaire. Rika, la fille de l'inspecteur et le béguin de Kai, souhaite un joyeux anniversaire à sa mère. Quelqu'un s'excuse d'être en retard en entrant dans le bar. Ce sont les parents de Yoo-jun, et ils sont arrivés avec un grill et une tonne de viande. Toute la bande est surexcitée, alors que les parents de Yoo-jun se préparent à allumer le grill. Kei interrompt la fête, l'air beaucoup trop sérieux avant que quiconque puisse même manger. Cet abruti commence à avouer à tout le monde la bagarre du bar karaoké avec Yoo-jun. Il admet devant tout le monde que l'inspecteur Tsutsumi avait raison de dire qu'ils étaient en tort. Les parents essaient de le justifier, mais le visage de Kai montre qu'il n'est pas si sûr que c'était héroïque. Kai explique son soudain changement d'avis, disant qu'il en a marre de la violence et s'inquiète pour sa mère. Sa mère est si touchée par son discours qu'elle se met à pleurer, et même Yoo-jun a l'air fier. L'inspecteur, toujours cynique, regarde juste Kai et lui demande où il veut en venir. Kei annonce fièrement qu'il abandonne la vie de voyou pour travailler au bar de sa mère. Rika tombe complètement sous le charme de ce nouveau Kai amélioré, rougissant comme une folle. La scène revient sur ce moment heureux, avant qu'un narrateur ne demande où tout a mal tourné. Alors que la viande grésille, la narration devient plus sombre, se demandant ce qu'ils auraient pu faire différemment. On voit toute la bande savourer le repas, tandis que le texte préfigure une énorme tragédie. La scène coupe sur une main couverte d'une substance dégoûtante, ramassant de la viande brûlée. On revient brusquement à Kai au bar karaoké, complètement ignorant de l'enfer qui est sur le point de se déchaîner.
Rika se penche sur le bar, disant à Kai que son discours sur son arrêt était en fait plutôt génial. Avec sa mère ivre morte sur le comptoir, Kai nettoie après la fête. Rika montre la chanson numéro 1 à la télé, mentionnant que la mère de Kai est une grande fan. Le groupe est un groupe de K-pop appelé Little Gang, et Kai obtient toutes les infos de Rika. Elle lui dit que sa mère pense qu'il ressemble comme 2 gouttes d'eau au leader du groupe, un gars nommé Jin. La narration commence, avec Kai préfigurant comment sa vie est sur le point d'entrer en collision avec celle de cette idole. On passe à un immense concert à Séoul, où toute la foule crie pour Jin. En coulisses, des types en costard paniquent parce que leur vedette est en retard d'1 heure pour le spectacle. Un type qui a l'air d'être un manager pète complètement un câble au téléphone, exigeant que son équipe trouve Jin. La scène coupe sur une route pluvieuse où quelqu'un est effondré devant une voiture de sport rouge. L'idole de K-pop, Jin, perd complètement la tête devant un corps ensanglanté devant sa voiture. Il essaie de se calmer tout en se tenant au-dessus du cadavre mutilé qu'il vient de créer. Jin se motive, déclarant qu'il est une idole célèbre qui peut totalement gérer un petit délit de fuite. Le beau gosse est maintenant au sol, en pleine crise de nerfs sous la pluie. Il glisse et se vautre dans la boue parce que sa nuit n'était pas déjà assez pourrie. Jin se met à hurler vers le ciel, jouant la victime après avoir littéralement fauché quelqu'un. On a un flashback de ses jours de gloire en tant qu'idole de premier plan et acteur primé. L'abruti réalise enfin que tout cela est arrivé parce qu'il a pris beaucoup plus de drogue que d'habitude aujourd'hui. Il admet aussi qu'il était en retard pour son propre concert parce qu'il était occupé avec une pièce pleine de filles. Le flashback le montre pied au plancher dans sa voiture de sport, confirmant qu'il a causé tout ce bordel. L'œil de Jin est écarquillé de pure terreur, alors que la réalité de ce qu'il a fait finit par s'imposer. Le flashback révèle une femme en costume se jetant directement sur la trajectoire de sa voiture lancée à toute vitesse. Sa voiture de sport percute brutalement la femme, l'envoyant voler. Le corps de la femme est projeté dans les airs, au milieu d'une énorme gerbe de sang. Jin regarde avec horreur depuis le volant, alors que son pare-brise se brise sous l'impact. Il entend des sirènes de police approcher et commence immédiatement à paniquer grave. L'idole s'enfuit de la scène en catastrophe, laissant le corps derrière lui dans l'herbe. Couvert de boue et de sang, Jin court pour sa vie, hurlant qu'il est complètement foutu. La scène coupe à Tokyo, où un bulletin d'information annonce que Jin a manqué son concert. On voit Kai et Rika, et Kai ricane en entendant la nouvelle de l'idole disparue. Kai marche avec Rika après la fête, mais il est clairement à des millions de kilomètres de là. Rika se met juste devant son visage, le sortant de sa torpeur et lui demandant s'il écoute. Elle lui dit qu'il n'a pas à la raccompagner, mais Kai insiste puisqu'elle a aidé à nettoyer. Rika ramène la conversation sur cette idole de K-pop, Jin, dont il parlait. Notre gars commence à rougir et à transpirer, se persuadant que ce soir est enfin le grand soir. Il serre le poing, devenant tout à fait déterminé à enfin avouer ses sentiments à Rika. Un flashback montre qu'ils sont amis d'enfance, ce qui explique pourquoi c'est si difficile pour lui. Il repense à quelques heures plus tôt, se souvenant de la conversation qui lui a donné ce courage. On voit Yoo-jun approuver le discours « plus de bagarres » de Kai à la fête. Yoo-jun lui dit de se déclarer et une plaque nominative lâche une bombe. Son vrai nom est Im Jin. Kei est tout feu tout flamme, appelant le nom de Rika pour enfin avouer ses sentiments. Mais un type louche avec un col haut leur barre soudainement le chemin, cassant l'ambiance. Le nouveau type avec un tatouage sur le visage ricane, interpellant Kai par son nom complet. Kei se place immédiatement devant Rika, exigeant de savoir qui est ce clown. Le salaud tatoué lance un coup de poing rapide comme l'éclair en plein visage de Kai. Kei lève à peine le bras à temps pour bloquer le coup brutal, protégeant Rika. La force du coup les envoie tous les deux déraper en arrière dans la rue. Le nouveau type se contente de ricaner, complimentant la parade de Kai comme s'il ne faisait que s'échauffer. Réalisant qu'il n'est pas de taille, Kai dit à Rika de courir pendant qu'il tient la position. Le poing de Kai commence à luire, alors qu'il crie qu'il va lui faire gagner du temps. Kei lance un coup de poing surpuissant, mais le type tatoué reste là et l'encaisse. Le salaud tatoué sourit en fait, complimentant le coup de poing de Kai comme s'il s'agissait d'un combat amical. Il lui rend l'appareil avec un énorme coup de poing, qualifiant le poing de Kai de lourd. Kei parvient à peine à bloquer le coup, et l'impact semble absolument brutal. Notre gars réalise que ce n'est pas un petit voyou des rues. Ce type se déplace comme un combattant professionnel. Kei se creuse la tête, essayant de comprendre quand il a énervé un tueur entraîné. Rika revient avec un extincteur, hurlant à Kai de s'écarter. Elle asperge le type tatoué avec l'extincteur, créant un écran de fumée parfait pour leur fuite. Le mec tatoué les regarde simplement s'enfuir, alors que la fumée se dissipe, complètement imperturbable. Le taré se lèche les lèvres en regardant Rika courir, la qualifiant de « belle femme ». Kei est furieux que Rika n'ait pas couru, mais elle lui sort la réplique « Je ne t'abandonnerai jamais ».
Rika demande qui était le salaud tatoué et Kai confirme qu'il ne l'a jamais vu auparavant. Notre gars comprend que le combattant professionnel était définitivement là juste pour lui. La scène coupe à Séoul alors que le monologue intérieur de Kai n'est que pure panique, sans mélange. Une main ensanglantée, appartenant à l'idole de K-pop Jin, utilise une carte d'accès pour entrer dans son appartement. J'y entre en titubant, l'air d'une véritable épave, couvert de boue et de sang. Il parvient à entrer dans son penthouse de luxe juste au moment où un flash d'information apparaît à la télévision. Les nouvelles ne parlent que de son concert manqué, alors qu'il laisse tomber un sachet de pilules par terre. L'idole commence à avoir une grosse crise de panique, réalisant à quel point il est dans la merde. Jin s'effondre sur son lit, soulagé que les nouvelles ne concernent que le concert, pas le délit de fuite. L'idole de K-pop, Jin, se souvient qu'il a laissé le corps et la voiture derrière lui comme un vrai amateur. Il est en pleine crise de panique, réalisant que les flics vont certainement le trouver. Jin s'effondre dans son penthouse, hurlant son propre nom devant l'affiche de son groupe. Le beau gosse se met à pleurer sur la façon dont il a travaillé dur, juste pour tout gâcher. Juste au moment où il touche le fond, son téléphone se met à sonner, interrompant sa crise. L'identifiant de l'appelant est « père », et on sait que c'est la pire personne possible qui puisse appeler. Jin regarde le téléphone avec une pure terreur, sachant qu'il est sur le point de faire face aux conséquences. L'idole perd complètement les pédales, se demandant ce qu'il est censé faire maintenant. Sa première idée de génie est de vomir toutes les drogues qu'il a prises avant le délit de fuite. Maintenant, il essaie d'inventer un mensonge à propos de la voiture, se souvenant qu'il a hélé un taxi pour s'échapper. L'idole de K-pop Jin est dans un taxi, paniquant à l'idée qu'il a déjà été attrapé pour le délit de fuite. Il essaie de se remonter le moral, répétant qu'il est la star numéro 1 de Corée pour se calmer. La principale crainte de Jin est que son père découvre l'accident, pas le crime en lui-même. Le beau gosse arrive à un bureau, affichant un faux sourire et s'excusant d'être en retard. Il transpire à grosses gouttes, pensant que sa vie est complètement finie si son père l'abandonne. On voit une figure puissante dans un bureau de gratte-ciel, clairement la personne qu'il s'apprête à affronter. On rencontre son père, Im Do-yeon, le PDG d'une énorme société de divertissement. Jin se tient comme un enfant effrayé devant le bureau imposant de son père, l'air minuscule. L'idole prend son air professionnel, présentant des excuses formelles pour avoir manqué le concert. Son père se lève, rayonnant d'une rage pure, et notre gars sait qu'il est absolument foutu. Le père PDG marche lentement vers son fils, et on peut sentir la pression monter. Jin transpire à grosses gouttes, ses yeux écarquillés de pure terreur, sans mélange. Son père pose une main sur son épaule, demandant ce qui ne va pas avec un sourire flippant. Le PDG fait l'ignorant, demandant si son fils a attrapé un rhume tout en ayant l'air de tout savoir. Il se sert un verre, appelant Jin son précieux fils et le plus gros gagne-pain de l'entreprise. Jin se demande si son père sait, puis essaie de faire comme s'il se sentait juste malade. Le père lâche une putain de bombe, disant à Jin de l'appeler immédiatement, la prochaine fois qu'il tuera quelqu'un. On dirait que l'âme de notre belle idole vient de quitter son corps. Le choc est absolument réel. Le PDG mentionne nonchalamment que la victime n'était personne et qu'il a déjà tout nettoyé. Il dit ensuite à son fils de peut-être se calmer sur les drogues et les femmes, comme si c'était le vrai problème. Le père PDG congédie son fils Jin, qui a l'air sur le point de s'effondrer. Un flashback montre que le père a toujours été un père souriant et aimant pour un jeune Jin. De retour dans le présent, ce même sourire du père PDG est tout simplement purement maléfique. Jin remercie son père tout en pensant à quel point ce sourire lui cause une anxiété majeure. L'idole de K-pop se tient, vaincu, devant un ascenseur, le poids de tout l'écrasant. La narration de Jin révèle qu'il avait entendu des rumeurs selon lesquelles son père était lié à la police et à la pègre. Alors que l'ascenseur arrive, il réalise que toutes les rumeurs terrifiantes étaient en fait vraies. Les portes s'ouvrent pour révéler deux femmes, et notre gars Jin est pris au dépourvu. On nous présente sa belle-mère, Im Ji-yu, et sa demi-sœur, Im Yona. La belle-mère demande nonchalamment des nouvelles d'une réunion électorale, puis dit à Jin de prendre soin de sa santé. La belle-mère, Im Ji-yu, prévient Jin que son bordel affectera négativement l'élection. Sa demi-sœur, Yona, passe devant lui en se pinçant le nez, se plaignant qu'il pue. Elle le chambre, disant que les junkies ont une odeur corporelle spécifique, et Jin perd complètement la tête. Yona se marre de sa réaction paniquée, le traitant d'idiot pour avoir surréagi. Elle lui dit ensuite de ne pas s'attirer d'ennui car elle est sur le point de débuter en tant qu'idole elle-même. Jin s'avoue à lui-même qu'il comprend pourquoi il se tournerait vers la drogue, vu sa situation. Yona ricane et est d'accord avec sa pensée tacite, admettant que leur famille est complètement folle. Alors qu'elle s'éloigne, la narration de Jin confirme que sa demi-sœur psychopathe a en fait raison. Notre gars a une sombre révélation, réalisant qu'il n'y a absolument aucun amour dans toute sa famille.
Maintenant, dans un taxi, Jin pense qu'il ne reste qu'une seule personne au monde qu'il aime vraiment. L'idole de K-pop, Jin vit son moment de personnage principal maussade, regardant par une fenêtre pluvieuse. Il s'avère qu'il pense à sa vraie mère, qui est de l'autre côté de la mer, au Japon. On avance de quelques jours et on se retrouve au poste de police de Shinjuku à Tokyo. L'inspecteur Tsutsumi dit à Kai qu'ils n'ont que dalle sur le salaud tatoué qu'il a attaqué. Kai comprend que l'agresseur est un pro qui savait exactement comment éviter les caméras. L'inspecteur lui montre la seule preuve qu'ils ont, une photo de qualité merdique du type. Kai demande à l'inspecteur de protéger sa mère pendant qu'il se transforme en justicier pour traquer le mec. Tsutsumi le supplie de ne pas inquiéter sa mère, mais Kai rétorque qu'il est le seul à avoir vu son visage. Kai balance à l'ancien inspecteur une réplique du genre « épouse juste ma mère », le laissant sans voix. Notre gars devient sérieux, admettant qu'il fait confiance à Tsutsumi pour protéger sa mère en se basant sur leur histoire. Kai balance à l'ancien inspecteur la vanne ultime, disant qu'il préférerait mourir plutôt que d'être son fils. Tsutsumi réplique, demandant ce qu'il adviendrait de lui et Rika, et Kai se met à rougir. L'inspecteur devient sérieux, disant à Kai que rien ne se passera jamais avec sa mère. Il lâche la bombe que la mère de Kai, Yuki, est toujours accro à son père décédé. Un flashback montre la mère de Kai heureuse avec son père, expliquant sa loyauté. Tsutsumi affiche un sourire triste, disant qu'il est satisfait de la situation entre eux. Kai est assis là, l'air maussade, probablement en train de digérer cette nouvelle information sur sa famille. L'inspecteur revient aux affaires, disant à Kai d'avertir Yoo-jun à propos de l'agresseur tatoué. La scène coupe sur une ruelle, la narration nous rappelant que ces garçons ont beaucoup d'ennemis. Yoo-jun est dans la ruelle, se faisant interroger par une femme sur ce qu'il prépare. Yoo-jun est absolument furieux, exigeant de savoir pourquoi Kai a été attaqué sans sa permission. Le salaud tatoué ricane, disant qu'il ne faisait que suivre les ordres de quelqu'un de plus haut placé. Yoo-jun se fiche clairement de la chaîne de commandement et s'apprête à faire mal. Il assène un coup de poing brutal en plein dans le ventre du type tatoué, lui montrant qui est vraiment le patron. Yoo-jun enchaîne avec un coup de pied massif, en voyant le combattant professionnel voler à travers la ruelle. Il fait craquer ses doigts, l'air de ne faire que commencer ce passage à tabac. Yoo-jun déchaîne un autre coup de poing lumineux, martelant absolument le salaud tatoué contre le mur. Avec son poing toujours lumineux, Yoo-jun semble prêt à en finir avec ce type pour de bon. Le type tatoué, ensanglanté mais toujours souriant, lance une menace sur ce qui pourrait arriver à la famille de Yoo-jun. Les yeux de Yoo-jun s'écarquillent alors que la menace fait mouche, et sa rage se transforme en une fureur pure et froide. Le salaud tatoué dit à Yoo-jun de ne pas être naïf, alors qu'une aura démoniaque apparaît derrière lui. Et juste comme ça, le type tatoué retourne la situation et plaque absolument Yoo-jun au sol. Il immobilise Yoo-jun, lui rappelant qu'il a encore un travail à faire pour leur organisation. Le salaud tatoué commence à tordre le bras de Yoo-jun, disant qu'il s'en sortira facilement avec juste une fracture. Le combattant professionnel s'enfuit, laissant Yoo-jun hurlant de douleur au milieu de la ruelle. Mais il revient tout de suite, attrapant Yoo-jun par les cheveux pour s'assurer qu'il a bien entendu l'ordre. Le salaud tatoué lâche l'ordre explosif. Yoo-jun doit tuer Kai et sa mère. Les yeux de Yoo-jun sont écarquillés de pure terreur, alors que le poids de cet ordre s'impose à lui. Le type tatoué expose l'ultimatum. Tue ton meilleur ami ou ta propre famille meurt. On coupe sur Yoo-jun devant le restaurant barbecue de sa famille avec un bras cassé alors que sa mère panique. Le père de Yoo-jun est à l'intérieur du restaurant, demandant à son fils s'il a entendu les ordres. On rencontre le père, Park Jung-gu, qui ricane en demandant si Yoo-jun a pris sa décision. Yoo-jun baisse les yeux avec une expression sombre, se préparant mentalement pour la suite. L'ordre du salaud tatoué de tuer Kai et sa mère lui revient en mémoire. Yoo-jun accepte tranquillement l'ordre, semblant accepter la condamnation à mort de son meilleur ami. Kai arrive au bar, ignorant complètement que sa vie est maintenant en danger. La scène souligne le choix impossible auquel Yoo-jun est confronté sous le regard de ses parents. Kai panique en voyant le bras cassé de Yoo-jun, mais Yoo-jun lui sort l'excuse classique « Je suis tombé ». Yoo-jun essaie nerveusement de changer de sujet, demandant pourquoi Kai est là. Kai prévient Yoo-jun de l'agresseur tatoué, ne sachant pas que son ami est déjà impliqué. Yoo-jun écoute l'avertissement de Kai avec un air des plus sérieux. Avec son bras en écharpe, Yoo-jun demande à Kai d'aller faire un tour, essayant bien trop d'être décontracté. Kai a l'air complètement déconcerté par la demande, alors que les parents de Yoo-jun observent depuis l'arrière. Les garçons sont dehors quand deux filles accourent, complètement sous le charme de Yoo-jun. Yoo-jun refuse poliment une offre de l'une des filles, clairement préoccupée. Kai commence à se plaindre de la popularité insensée de Yoo-jun, tandis que son ami ne fait que ricaner. Yoo-jun lui sort la réplique ultime de l'ailier, lui rappelant que Rika a toujours été intéressée par lui. Un rapide flashback montre un jeune Kai faisant le pitre total tandis que Rika le regarde, déjà sous le charme.
Les engrenages dans la tête de Kai commencent enfin à tourner alors qu'il traite cette nouvelle information. Kei attrape Yoo-jun, paniquant à l'idée que son meilleur ami est secrètement son rival pour l'affection de Rika. Yoo-jun devient tout sentimental, demandant à Kai pourquoi il ne quitte pas simplement la ville. Il continue, parlant de s'échapper dans une petite ville où ils pourraient tous être ensemble. Kai est complètement perdu, regardant son ami comme s'il avait une deuxième tête. Notre gars le traite de bizarre, rejetant tout le plan d'évasion comme étant impossible. Puis, de nulle part, Yoo-jun lance un coup de poing rapide comme l'éclair en plein visage de Kai. Il le touche avec un coup brutal, prenant complètement par surprise son soi-disant meilleur ami. Kai est projeté en arrière par l'impact, hurlant de pur choc et de confusion. Depuis le sol, Kai lève les yeux vers Yoo-jun, essayant de comprendre ce qui se passe. Il bloque à peine un coup de pied qui suit, exigeant de savoir ce qui a pris à son ami. Le visage de Yoo-jun est de glace, montrant qu'il est très sérieux à propos de ce passage à tabac. Yoo-jun assène un autre coup de poing brutal, ne montrant absolument aucune hésitation contre son meilleur ami. Kai finit par craquer, lançant un coup de poing sauvage tout en hurlant pour une explication de la trahison. Yoo-jun esquive facilement la contre-attaque, l'air bien trop calme pour un gars avec un bras cassé. On a un gros plan sur les yeux froids et calculateurs de Yoo-jun, confirmant qu'il est très sérieux. Yoo-jun assène un coup de pied solide à la poitrine de Kai, le maintenant complètement sur la défensive. Kai perd complètement la tête, exigeant que son soi-disant ami lui réponde au lieu de se battre. Yoo-jun le touche avec un autre coup net au visage, traitant Kai d'idiot pour ne pas comprendre. Le traître commence son monologue en plein passage à tabac, demandant à Kai s'il a déjà remarqué un schéma. Kai ricane, chargeant son poing lumineux pour un coup final, ignorant complètement l'avertissement. Yoo-jun identifie le grand crochet du droit, signature de Kai, et le contre parfaitement, utilisant leur histoire contre lui. Le contre de Yoo-jun fait tourner le monde de Kai, le laissant complètement désorienté. Kai encaisse toute la force du coup, son visage un masque de pur choc et d'agonie. Au sol, Kai lève les yeux vers son ami, admettant qu'il ne comprend pas ce qui se passe. Notre gars est complètement brisé, essayant juste de comprendre pourquoi son meilleur ami le trahit. Un flashback surgit, montrant Yoo-jun veillant sur Rika pendant qu'elle mange joyeusement des takoyaki. Le souvenir continue avec Kai faisant le clown total pour Rika pendant que Yoo-jun veille sur eux. On les voit tous les trois comme une joyeuse bande, avant que le souvenir ne se brouille, brisant le passé. De retour dans le présent, Yoo-jun sort un putain de couteau, son visage complètement froid alors qu'il domine Kai. Kai crie depuis le sol, suppliant désespérément Yoo-jun et lui rappelant leur amitié. Yoo-jun dit que leur amitié est terminée, alors qu'il plonge le couteau en plein dans la poitrine de Kai. Le cerveau de Kai court-circuite complètement, alors qu'il essaie de traiter l'ultime trahison. Mais retournement de situation, le couteau heurte quelque chose de dur sous la chemise de Kai, pas sa peau. Yoo-jun se retire, disant à un Kai stupéfait de rester au sol et de ne pas bouger. Le soi-disant traître s'excuse et dit à Kai de s'échapper quand ce sera sûr, le laissant totalement confus. Yoo-jun lui tourne le dos, promettant de s'occuper de tout en s'éloignant. Kai est laissé au sol, tendant la main et essayant de comprendre ce qui se passe. On a un gros plan sur le visage de Yoo-jun et il a l'air très sérieux à propos de ce qu'il prépare. Il s'avère que le père de Yoo-jun, Park Jung-gu, regardait tout le temps et demande si c'est fini. Une femme mystérieuse au regard sévère apparaît, clairement là pour confirmer le coup. Yoo-jun ment à la femme, confirmant la mort de Kai et lui disant de dégager avant qu'il n'attire de l'attention. La femme mystérieuse jette un regard froid et peu impressionné au corps de Kai. Elle arrête Yoo-jun, qui lui dit qu'il se dirige déjà vers sa prochaine mission. La scène coupe sur le bar de la mère de Kai et on sait que c'est la prochaine cible. À l'intérieur, la mère de Kai et Rika se détendent, complètement inconscientes du danger. Yoo-jun entre et se fige, voyant que le salaud tatoué est déjà là à l'attendre. Le psychopathe tatoué ricane depuis le bar, demandant à Yoo-jun s'il a déjà pris sa décision. Yoo-jun serre le poing, l'air très sérieux alors qu'il confirme que oui. Il déclare ensuite qu'il n'est pas là pour la mère, il est là pour tuer le salaud tatoué. Yoo-jun hurle à Rika et Yuki de foutre le camp d'ici immédiatement. Les deux femmes sont complètement confuses, demandant ce qu'il veut dire alors que la situation s'envenime. Le salaud tatoué bloque la porte, disant à Rika et à la mère de Kai qu'elles ne vont nulle part. Yoo-jun devient très sérieux, disant au psychopathe que c'est lui qui ne sortira pas d'ici vivant. Le type tatoué se moque, raillant Yoo-jun de penser qu'il peut gagner avec un bras cassé. Yoo-jun répond par un coup de pied rapide, comme l'éclair visant directement le visage suffisant du salaud. Le coup de pied touche parfaitement, secouant absolument la mâchoire du combattant professionnel. Yoo-jun envoie le psychopathe tatoué voler à travers le bar tout en protégeant les filles. Avec son bras cassé en écharpe, Yoo-jun confirme qu'il peut absolument gérer ce clown. Le salaud tatoué est au sol, mais il sourit toujours comme s'il appréciait le combat. La mère de Kai perd la tête, demandant ce qui se passe, tandis que Rika essaie d'appeler les flics.
Le psychopathe tatoué se jette sur Rika, lui disant qu'appeler la police est une très mauvaise idée. Yoo-jun assène un crochet du droit net, faisant taire le psychopathe tatoué en pleine charge. Il enchaîne avec un coup de coude brutal, écrasant absolument le salaud au sol. Rika lâche une bombe, révélant qu'elle est la petite amie du frère du type tatoué. Yoo-jun passe en mode protection totale, disant au taré de ne pas la toucher avec ses mains sales. Il hurle à Rika et à la mère de Kai de courir, promettant de gérer tout ce bordel. La mère de Kai est figée de pure terreur, réalisant enfin à quel point la situation est grave. Le salaud tatoué se relève, attrapant Yoo-jun et l'air absolument meurtrier. Le psychopathe révèle qu'il a poignardé Yoo-jun sur le côté, qualifiant son coup précédent de plutôt bon. Yoo-jun s'effondre à genoux, se tenant la blessure fraîche au couteau dans son dos. Le salaud tatoué écrase le visage de Yoo-jun contre le sol, alors que Rika crie son nom. Le psychopathe tatoué apprécie vraiment ça, disant que c'est le plus amusant qu'il ait eu depuis un moment. Yoo-jun hurle de pure agonie alors que le salaud le maintient au sol, prenant clairement son pied de la violence. Le salaud tatoué continue son monologue, disant à Yoo-jun qu'il est assez fort pour comprendre sa logique tordue. Il explique sa philosophie tordue. Tuer les faibles est ennuyeux, mais les types forts en valent la peine. Le psychopathe enfonce le couteau plus profondément dans le flanc de Yoo-jun, juste pour bien faire passer son message. Il se tient au-dessus du corps de Yoo-jun, le complimentant sur le combat comme si c'était un putain de sparring. Le salaud tatoué lève son couteau pour porter le coup final, déclarant que le combat est officiellement terminé. Mais la mère de Kai intervient avec son propre couteau, hurlant au psychopathe de reculer. Le salaud tatoué lui donne nonchalamment un revers de la main au visage, l'envoyant voler. La mère de Kai dit à Rika de se calmer, puis promet de les tuer tous jusqu'au dernier. Le psychopathe tatoué dit à Rika et à la mère de Kai de le divertir ensemble. Il devient vraiment flippant, disant à Rika qu'il l'a à l'œil depuis le début. Mais Yoo-jun est de retour sur ses pieds, poignardant le salaud sur le côté avec son propre couteau. Yoo-jun, l'air absolument dérangé, promet de tuer le psychopathe tatoué pour de bon. Rika et la mère de Kai sont juste figés, regardant Yoo-jun passer en mode berserker. Le salaud tatoué a l'air surpris pour une fois, comme s'il ne s'attendait pas au retour. Mais le psychopathe retire juste le couteau, souriant parce qu'il n'est pas allé assez profond. Le visage de Yoo-jun se décompose alors qu'il réalise que le salaud portait un putain de gilet par lame. Le psychopathe tatoué se moque de lui et assène un coup de poing brutal au ventre d'un Yoo-jun stupéfait. Rika attrape une bouteille, hurlant le nom de Yoo-jun alors qu'elle se prépare à se jeter dans la bagarre. Rika se transforme en bagarreuse, fracassant une bouteille directement sur la tête du psychopathe tatoué. Le salaud tatoué sourit simplement à travers le verre brisé, l'air encore plus dérangé. Il envoie nonchalamment Rika valser à travers la pièce d'un revers de main, lui disant que son tour arrive. Le psychopathe pointe un Yoo-jun ensanglanté, promettant à Rika toute son attention flippante dans une seconde. La mère de Kai rattrape Rika alors que le monologue intérieur de Yoo-jun se blâme pour tout. On voit les deux femmes se refléter dans des verres brisés alors que le regret de Yoo-jun s'intensifie. La narration de Yoo-jun s'excuse auprès de Kai d'avoir essayé de gérer ce désastre tout seul. Un gros plan sur l'œil de Yoo-jun reflète le carnage dont il se sent responsable. On a un flashback de jour d'école plus heureux avec Yoo-jun taquinant Rika et Kai en arrière-plan. La narration passe à Kai, qui regrette de n'avoir jamais pu avouer ses sentiments à Rika. Le salaud tatoué sourit comme un vrai psychopathe, couvert de sang et adorant chaque seconde. Yoo-jun est au sol, complètement détruit, s'excusant auprès de Rika avec ce qui semble être son dernier souffle. Tout le putain de bar est maintenant un enfer, et Kai ne peut que regarder depuis la rue. Notre gars Kai est en état de choc total, son visage montrant qu'il n'arrive pas à comprendre ce qui se passe. Kai essaie de forcer le barrage, hurlant aux premiers intervenants de le laisser passer. Un bras brûlé avec une montre familière est transporté, et Kai réalise que c'est sa mère. On a un flashback déchirant de sa mère si heureuse à sa fête d'anniversaire. Kai perd complètement la tête, hurlant le nom de sa mère dans une agonie pure et déchirante. Quelqu'un attrape Kai par derrière, essayant de le retenir alors qu'il s'effondre complètement. C'est l'inspecteur Tsutsumi, disant à un Kai dévasté que sa mère est partie et ne peut être sauvée. L'inspecteur dit à un Kai sous le choc que les victimes sont sa mère et Yoo-jun. Tsutsumi s'effondre complètement, réalisant que sa propre fille Rika était aussi dans l'incendie. Le monde de Kai s'écroule alors qu'il comprend que Rika a également été prise dans l'enfer. Il demande désespérément des nouvelles de Yoo-jun, alors que les ambulanciers transportent un autre corps mutilé. Tsutsumi révèle que Rika a survécu parce que Yoo-jun l'a protégé de son corps jusqu'à la toute fin. Un flashback montre les derniers moments de Yoo-jun, protégeant Rika des flammes comme un vrai héros. Le vieil inspecteur perd complètement la tête, hurlant au ciel pourquoi cela est arrivé. Kei se souvient de Yoo-jun lui demandant de s'enfuir, et le regret le frappe comme un camion.
Notre gars bouscule les secouristes pour voir le corps de Yoo-jun sur la civière par lui-même. Les mots de Yoo-jun sur l'évasion dans une petite ville résonnent alors que Tsutsumi est retenu. Kei ferme la fermeture éclair du sac mortuaire, jetant un dernier regard d'adieu à son meilleur ami. On voit le visage de Yoo-jun une dernière fois, ensanglanté mais enfin en paix dans la mort. Un flashback montre Yoo-jun sur un banc, rêvant qu'ils soient tous ensemble pour toujours. Kai est sous la pluie, serrant le corps de Yoo-jun et hurlant dans une agonie absolue et déchirante. Aux funérailles, un Kai vidé tient le portrait de sa mère, l'air complètement brisé. De la fumée s'élève d'une cheminée de crématorium, signalant un adieu sombre et final à sa mère. À l'hôpital, un médecin se prépare à donner à Kai et à l'inspecteur des nouvelles dévastatrices. Le médecin lâche une bombe, disant que Rika pourrait être dans le coma et ne jamais se réveiller. L'inspecteur perd complètement la tête, tandis que Kai reste là, absorbant un autre coup dur massif. Le médecin révèle que Yoo-jun a été poignardé d'innombrables fois, confirmant qu'il est mort en véritable héros. Le médecin explique que Yoo-jun a ouvert une fenêtre avant d'utiliser son corps pour protéger Rika. Il qualifie le dernier acte de Yoo-jun de miracle médical, qui a été la seule raison pour laquelle Rika a survécu. L'inspecteur Tsutsumi transpire, tenant à peine le coup alors qu'il traite les détails. Le vieil inspecteur demande au médecin de répéter l'état des 3 victimes. Le médecin a l'air hésitant, ne voulant clairement pas faire revivre ça à l'homme. Mais Kai l'interrompt, exigeant d'entendre chaque détail pour le graver dans sa mémoire. Le médecin et Tsutsumi baissent tous les deux les yeux, vaincus par la sombre détermination de Kai. Le médecin transpire, clairement mal à l'aise alors qu'il se prépare à raconter les faits macabres. Tandis que l'inspecteur s'effondre, Kai reste assis là, canalisant son chagrin en pure rage. La scène coupe à l'hôpital la nuit, instaurant un ton sombre pour les suites. L'inspecteur Tsutsumi jette un coup d'œil hors de la chambre d'hôpital après le départ du médecin, prêt pour la vraie discussion. L'inspecteur débriefe un Kai brisé, confirmant que le salaud tatoué est le tueur mais que le mobile est inconnu. Il se demande ensuite pourquoi Yoo-jun a assommé Kai juste avant de se rendre seul au bar. Tsutsumi lâche une autre bombe, révélant que toute la famille de Yoo-jun a disparu, laissant entendre qu'il savait quelque chose. Kei se lève, disant à l'inspecteur qu'il en a fini d'attendre les flics et qu'il trouvera ses propres réponses. Notre gars est à la porte, sur le point de commencer officiellement sa quête de vengeance en solo. Le vieil inspecteur le supplie de ne pas être imprudent, mais on sent que c'est peine perdue. Kei se retourne avec des yeux rouges brillants, disant à l'inspecteur d'arrêter de dire des bêtises. Tsutsumi le regarde s'éloigner, sachant que le gamin qu'il connaissait a complètement disparu. Le premier arrêt de Kai est le restaurant barbecue fermé de la famille de Yoo-jun, commençant son enquête sous la pluie. Kei entre dans la maison de Yoo-jun, commençant sa recherche d'indices dans la chambre de son ami. L'endroit est complètement vide, confirmant que toute la famille a fait ses valises et s'est volatilisée. Notre gars est furieux, réalisant qu'il n'y a plus rien à trouver dans cette putain de chambre vide. Un flashback le frappe, lui et Yoo-jun en train de se détendre, avec Kai posant des questions sur de vieilles lettres d'amour. Yoo-jun ricane dans le souvenir, lui disant que les choses importantes sont toujours bien cachées. Le souvenir montre Yoo-jun soulevant une lame de plancher lâche, révélant sa cachette secrète. Une lettre adressée spécifiquement à Kai se trouve là, dans le compartiment caché. De retour dans le présent, Kai trouve la lettre, l'air d'avoir trouvé le putain de Saint Graal. Il ouvre la lettre de son ami décédé, sur le point d'obtenir les réponses qu'il mourait d'envie de connaître. Kai a l'air sur le point de s'effondrer, lisant les derniers mots que Yoo-jun lui a laissés. La lettre de Yoo-jun commence par le classique « Si tu lis ça, c'est que je suis mort ». Il lâche la première bombe. Il est coréen, pas japonais, et Kai est absolument sur le cul. La lettre révèle que Yoo-jun a grandi dans un bidonville sordide et misérable de Séoul. On a un flashback déchirant d'un jeune Yoo-jun sale, blotti dans les ordures. Son soi-disant père, Park Jung-gu, était en fait un espion qui l'a recueilli dans la rue. Yoo-jun explique qu'il a été recruté comme espion pour le PSN parce qu'il était un prodige. Notre gars Kai transpire, essayant de digérer que son meilleur ami était un agent secret. La lettre dit qu'il a utilisé l'argent de l'espionnage pour soutenir sa vraie famille avant d'être envoyé au Japon. Un flashback montre un jeune Yoo-jun ayant l'air d'un vrai professionnel sur un stand de tir. Il révèle que ses parents n'étaient que des collègues espions et qu'ils se sont tous enfuis au Japon ensemble. La lettre montre un flashback de Yoo-jun et de ses parents espions s'enfuyant au Japon. La lettre de Yoo-jun dit à un Kai choqué que l'emménagement de sa famille n'était pas une putain de coïncidence. Un flashback montre la famille de Yoo-jun se présentant à un jeune Kai et à sa mère. La famille d'espions a joué le rôle des nouveaux voisins amicaux à la perfection. Yoo-jun révèle que toute leur mission était de surveiller Kai et sa mère tout le temps. Kei perd complètement la tête, réalisant que toute sa vie n'a été qu'un putain de mensonge. La lettre lâche une bombe nucléaire. Le père de Kai n'est pas mort, c'est le PDG Im Do-yeon.
Et l'idole de K-pop Jin, celui qui lui ressemble tant, est son frère jumeau. On dirait que le cerveau de notre gars Kai est sur le point de court-circuiter avec toutes ces révélations. Un flashback montre sa mère et le père PDG le tenant, lui et Jin, bébé dans leurs bras. La lettre explique que le père PDG est un espion de haut rang qui élimine quiconque connaît son identité. Yoo-jun se souvient d'il y a quelques mois, infiltré en Corée pour faire un rapport au PDG. Il dit qu'il est tombé nez à nez avec Jin, le frère jumeau idole de K-pop de Kai, à l'agence. La formation d'espion de Yoo-jun a immédiatement flairé que Jin sentait le toxicomane sérieux. Il ne pouvait pas simplement ignorer le type, parce qu'il avait exactement le même visage que Kai. La lettre explique que Jin s'effondrait sous la pression de la célébrité et de sa famille sans amour. Alors Yoo-jun a enfreint les règles et a décidé de livrer une lettre de la mère de Kai à Jin. On a un gros plan sur la mère de Kai, l'air triste mais déterminée, probablement au moment où elle l'a écrite. Yoo-jun admet que c'était l'erreur fatale. Son père espion l'a découvert et a envoyé le salaud tatoué. La lettre se termine avec Yoo-jun regrettant de ne pas avoir été assez fort pour sauver tout le monde. La lettre de Yoo-jun se termine en s'excusant de ne pas avoir cru en Kai depuis le début. La lettre insiste sur le fait que leur amitié était la seule chose réelle, appelant Kai son meilleur ami. L'ami espion décédé a une dernière requête pour notre gars d'outre-tombe. Son dernier souhait, maintenant taché des larmes de Kai, est qu'il rende Rika heureuse. Kai s'effondre complètement, traitant Yoo-jun d'idiot pour avoir essayé d'être un héros solitaire. Il accepte la mission, promettant à son ami décédé qu'il protégera Rika et tout le monde. Notre gars se lève, les yeux rouges brillants, jurant de prendre la relève de Yoo-jun. Mais avant de jouer au protecteur, il serre le poing car il y a un compte à régler. Kai passe en mode rage totale, hurlant qu'il ne pardonnera jamais au salaud responsable de ça. On coupe sur le psychopathe tatoué, maintenant nommé Ra Min-jun, un autre espion du pays N. On revient à Séoul, où les vrais marionnettistes tirent les ficelles. Le père PDG de Kai et sa belle-mère jouent à la famille heureuse, annonçant les débuts de leur fille. Un invité au hasard les flatte, les qualifiant de couple parfait. S'ils savaient seulement. La demi-sœur, Yona, observe de loin, l'air complètement lassée de toute cette mascarade. Yona se moque de l'idée que ses parents soient proches, confirmant que cette famille est une totale imposture. Le père PDG reçoit une notification sur son téléphone et tout son faux sourire disparaît. Un gros plan sur ses yeux révèle qu'il vient de recevoir de très très mauvaises nouvelles. Il dit à sa femme qu'il part, et elle est furieuse qu'il abandonne la fête de début de leur fille. Le père PDG s'en va simplement, lui disant de s'occuper du reste de la mondanité elle-même. La belle-mère reste là, absolument furieuse, le traitant de salaud à voix basse. Quelle famille heureuse. Le monologue intérieur de Yona confirme que ses parents ne sont que des partenaires commerciaux sans aucun amour réel. Elle a l'air complètement misérable, qualifiant sa situation familiale de la pire qui soit. On coupe au bureau du père PDG où il reçoit une visite surprise. C'est le père espion de Yoo-jun, Park Jung-gu, qui a l'air bien trop heureux d'être ici. Le père PDG exige un rapport, mais le père espion joue la carte de la décontraction, disant que tout est réglé. Il jette une pile de photos sur le bureau, toutes barrées comme une putain de liste de cibles. Les cibles sont confirmées. La mère de Kai et Yoo-jun étiquetée ex-amante et traître. La mère espionne de Yoo-jun est aussi sur la liste, froidement rejetée comme inutile. Les yeux du père PDG sont de glace, ne montrant aucune émotion face au meurtre qu'il a ordonné. Le père espion confirme fièrement qu'il s'est débarrassé de tout le monde, comme s'il venait de finir des corvées. Le père PDG demande pourquoi le père espion a tué son propre camarade, et le salaud ne fait que ricaner. Le père espion révèle que la mère de Yoo-jun était censée confirmer la mort de Kai, mais elle a échoué sa mission. Il s'avère que la mère espionne est devenue sentimentale et a laissé Yoo-jun et Kai partir, foutant en l'air toute l'opération. Le père espion se plaint qu'il n'a pas pu tuer Kai et a dû se tirer parce que les flics sont arrivés. Le père PDG lui lance un regard noir, lui demandant s'il a tué sa propre femme pour avoir échoué la mission. Un flashback brutal confirme qu'il a tiré une balle dans la tête de sa propre femme pour son erreur. Le père espion psychopathe mime le tir d'une arme, se vantant de la facilité avec laquelle il a tué sa partenaire. Le père PDG est en fait impressionné par le manque total d'âme de son subordonné. Le père espion lui sort l'excuse « Je ne faisais que suivre les ordres », l'air bien trop fier de lui. Il interpelle le père PDG, disant qu'ils sont tous les deux des monstres qui se fichent de qui ils tuent. L'œil du père PDG devient froid, montrant qu'il est tout aussi sans âme que son subordonné. On revient à Séoul, où quelqu'un perd complètement la tête dans un gratte-ciel. La personne mystérieuse hurle de rage et de confusion pure et sans mélange. C'est l'idole de K-pop Jin, en pleine crise parce que Yoo-jun ne l'a pas rappelé. Juste au moment où il panique, son téléphone sonne avec le nom de Yoo-jun et il se jette dessus. Le beau gosse est désespéré.
réalisant que Yoo-jun était son seul lien avec la lettre de sa vraie mère. Jin s'effondre complètement, hurlant que sa mère est la seule personne qui l'aime. L'idole a l'air complètement brisée, le poids de sa vie de merde l'écrasant enfin. Mais sa séance d'apitoiement est interrompue par un bonjour joyeux de l'interphone de son appartement. La police est à sa porte, l'appelant par son nom, et son visage est empreint de pure terreur. La voix de l'interphone devient très personnelle, demandant quel genre de visage un meurtrier fait sur scène. L'idole de K-pop perd complètement la tête, hurlant que le délit de fuite n'était qu'un accident. Son téléphone commence à le traiter de meurtrier, et le sentiment de culpabilité le frappe durement. Jin s'effondre complètement, hurlant qu'il devait se rendre au concert pour éviter la colère de son père. Le fantôme de la femme qu'il a tuée apparaît derrière lui, lui demandant pourquoi il l'a fait. L'idole s'éloigne en panique alors que le fantôme ensanglanté de sa victime le confronte. On a un gros plan du fantôme mutilé le traitant de personne horrible. Le fantôme commence à l'étrangler, le traitant de pathétique toxicomane. Le beau gosse est au sol, complètement brisé par son cauchemar alimenté par la culpabilité. Il sort de sa torpeur pour trouver sa demi-sœur Yona fumant au-dessus de lui, demandant si c'était un rêve. Sa demi-sœur psychopathe Yona se moque de Jin pour être un désastre pathétique dans son appartement saccagé. Elle se met ensuite à faire sa vaisselle en fumant, et le beau gosse panique. Yona dit à son frère qu'elle se fiche qu'il s'autodétruise tant qu'il ne ruine pas sa carrière. L'idole de K-pop semble être touchée par ses paroles dures. Elle le culpabilise, lui disant de penser à ses fans pour une fois. Mais retournement de situation, la demi-sœur psychopathe rougit en fait en disant cela. Jin esquisse un sourire sincère, ayant l'air de voir une nouvelle facette d'elle. Il la remercie alors qu'elle jette le reste de ses drogues vomies dans l'évier. La scène retourne au Japon, où quelqu'un confirme un ordre par téléphone. Le salaud tatoué, Ra Min-jun, reçoit sa mission officielle, tuer Kai Fukudome. Le père espion psychopathe de Yoo-jun est au téléphone, inquiet que son fils décédé ait pu vendre la mèche. Le père espion donne un ordre direct au salaud tatoué, tue Kai et ne rate pas cette fois. Le psychopathe tatoué, Ra Min-jun, se détend avec une fille, se plaignant de recevoir un appel du travail. Le taré se colle au visage de la fille, complètement imperturbable par son nouvel ordre de tuer. Le psychopathe est en fait excité pour une revanche, se souvenant du coup de poing lumineux de Kai. Un gros plan sur les yeux de Ra Min-jun montre qu'il a une sérieuse excitation pour le combat. Mais notre gars Kai apparaît de nulle part et lui assène un coup de poing lumineux en pleine mâchoire. Kai se tient au-dessus de lui, traitant le tueur professionnel d'idiot pour avoir été si négligent. Le salaud tatoué exige de savoir comment Kai l'a trouvé, et Kai revendique la ville comme son territoire. Kai attrape le psychopathe par les cheveux, promettant qu'il ne peut pas se cacher alors que la fille s'enfuit. Kai, avec ses yeux remplis de rage, dit au psychopathe que toute cette ville est son putain de jardin. Le salaud tatoué, Ra Min-jun, sourit en fait, complimentant le coup de poing amélioré de Kai. Le psychopathe s'enflamme, hurlant que Kai transforme enfin cela en un vrai combat. Ra Min-jun lance un coup de poing, mais notre gars le part nonchalamment comme si de rien n'était. Le salaud tatoué est complètement secoué, réalisant que Kai vient de le déséquilibrer sans effort. Le psychopathe réessaye, lançant un autre coup de poing sauvage avec tout ce qu'il a. Kai bloque le coup sans même broncher, et le tueur professionnel est absolument stupéfait. Notre gars devient très sérieux, demandant au salaud s'il pense que c'est une sorte de jeu. Le psychopathe tatoué transpire à grosses gouttes, réalisant qu'il n'est plus celui qui contrôle. Kai assène un coup de poing lumineux au ventre, et on peut sentir les côtes du psychopathe se transformer en poussière. Le psychopathe tatoué reçoit un coup de pied brutal au visage et réalise que quelque chose ne va vraiment pas. Kai assène un autre coup net, et le tueur professionnel commence à faire le lien sur sa technique. Le salaud comprend enfin, réalisant que notre gars utilise exactement le même art de la frappe que lui. Ra Min-jun est envoyé voler à travers la pièce, mais se met à rire comme un vrai maniaque. Le psychopathe révèle que l'art de la frappe est une technique d'espionnage top secrète et exige de savoir qui le lui a apprise. Un flashback frappe Kai alors qu'il se souvient avoir demandé à Yoo-jun son style de combat unique. Le souvenir montre Yoo-jun minimisant la chose, comme si ses mouvements n'avaient rien de spécial. Yoo-jun a proposé d'enseigner à Kai, disant que ce serait utile un jour. Putain, il ne plaisantait pas. De retour dans le présent, Kai affiche un sourire sombre, comprenant enfin le dernier cadeau de son ami décédé. Notre gars assène un autre coup de poing solide, sachant exactement comment contrer chaque mouvement de ce salaud. Le psychopathe tatoué est secoué, réalisant que Kai est un combattant complètement différent maintenant. Il se souvient de leur premier combat, se demandant pourquoi diable Kai va à fond cette fois. Kai esquive facilement un coup et le tueur professionnel s'énerve. Le couteau du psychopathe déchire la chemise de Kai, mais on dirait qu'il l'a à peine égratigné.
Notre gars baisse les yeux sur la coupure, puis demande si c'est comme ça que le salaud a tué Yoo-jun. Le psychopathe sort un énorme couteau, le confirmant et se moquant de Kai pour avoir utilisé les mouvements de Yoo-jun. Le salaud continue de l'ouvrir, disant que Yoo-jun n'était pas le seul qui l'a poignardé. Il devient complètement fou, se vantant d'avoir déchiqueté la mère de Kai et Rika en morceaux. Le salaud tatoué se jette sur Kai, hurlant encore à quel point sa famille était bonne. Mais notre gars attrape la putain de lame du couteau à main nue. Kei tient la lame avec un regard de mort, complètement imperturbable par les menaces du psychopathe. Le salaud tatoué perd la tête, réalisant que Kai vient de bloquer un couteau à main nue. Notre gars écrase le couteau à travers le pied du psychopathe, lui disant qu'il est temps de mourir. Kei enchaîne avec un coup de pied, en voyant le salaud voler alors que son pied est toujours cloué. Il dit au psychopathe que sa famille ne méritait pas d'être touchée par un déchet. Avec des yeux rouges brillants, Kai promet que la mort de ce salaud sera tout sauf paisible. Le psychopathe tatoué transpire enfin, réalisant qu'il a sérieusement merdé cette fois. Kei assène un coup de pied brutal à la jambe, et le salaud comprend enfin que notre gars est dérangé. Notre gars envoie le tueur professionnel voler directement à travers une putain de fenêtre en verre. Le salaud tatoué, Ra Min-jun, court maintenant pour sa vie, réalisant que Kai est sur le point de l'achever. Le psychopathe tatoué fonce dans les rues, pensant qu'il peut s'échapper n'importe où. Il saute dans un train, convaincu qu'il a juste besoin d'aller dans une ville où notre gars n'est pas. La voix off de Kai résonne, rappelant au salaud ce qu'il a dit plus tôt. Le psychopathe tatoué se chie dessus alors que la réalisation le frappe enfin. Notre gars Kai attend sur le quai, expliquant que toute la ville est son putain de territoire. Soudain, toute une foule de gens sortent leur téléphone pour commencer à enregistrer l'action. Le salaud tatoué est complètement encerclé par une mer de smartphones, le piégeant. Kei se tient dans la foule avec ses yeux rouges, disant au psychopathe qu'il n'y a nulle part où fuir. Le tueur professionnel grogne, complètement acculé et sans option. Ra Min-jun tente une autre course désespérée à travers la gare, totalement paniqué. Le psychopathe tatoué Ra Min-jun essaie toujours de s'échapper, détalant dans une ruelle sombre. Kei le coince, et le salaud a le culot de demander combien de temps il va continuer à le poursuivre. Le tueur professionnel devient désespéré et sort un putain de pistolet, hurlant sur notre gars. Kai esquive la balle comme s'il était dans la matrice, montrant ses nouveaux réflexes insensés. Le salaud tatoué ricane, révélant qu'il vient d'attirer notre gars dans un mouvement prévisible. Un flashback montre que le père espion de Yoo-jun a donné à ce clown tout un dossier sur le style de combat de Kai. Le psychopathe se prépare pour le crochet du droit signature de Kai, pensant qu'il a tout compris. Mais notre gars le frappe avec un uppercut gauche lumineux, ruinant complètement tout son plan de jeu. L'uppercut envoie le salaud tatoué voler et lui fait lâcher le pistolet. Kei se tient au-dessus du psychopathe terrifié qui n'arrive pas à croire que notre gars vient de briser son schéma de combat. Un flashback montre Yoo-jun expliquant que le crochet du droit prévisible de Kai était sa plus grande faiblesse. La narration de Kai intervient, révélant que c'est Yoo-jun qui a vaincu son ancien lui, le forçant à évoluer. Le psychopathe tatoué est au sol, gémissant comme une petite salope maintenant que les rôles sont inversés. Notre gars met la main dans sa veste, sur le point de rendre quelque chose que le salaud a laissé derrière lui. Kei sort le propre couteau ensanglanté du psychopathe, lui disant qu'il le lui rend. Le tueur professionnel commence à supplier pour sa vie, prétendant qu'il ne voulait en fait tuer personne. Ce clown pleure à chaudes larmes, jurant qu'il est trop sensible pour même tuer un insecte. Kei le fait taire en le poignardant en pleine épaule, n'achetant clairement pas son numéro. Notre gars attrape le visage du psychopathe, lui disant de dire bonjour à Yoo-jun dans l'au-delà. Kei en finit, plongeant le couteau directement dans la poitrine du salaud dans un coup de grâce brutal. Le psychopathe tatoué, Ra Min-jun, gît mort sur le sol, les yeux grands ouverts dans sa défaite finale. Kei s'éloigne, sachant que ce salaud va tout droit en enfer, pas là où sont sa mère et Yoo-jun. On coupe à l'hôpital où l'inspecteur Tsutsumi veille sur sa fille Rika dans le coma. Le médecin dit au vieil inspecteur de se reposer, mais Tsutsumi refuse de quitter le chevet de sa fille. Le médecin lui dit la vérité, disant qu'il ne sera d'aucune aide à Rika s'il s'effondre d'épuisement. L'inspecteur cède enfin, l'air absolument anéanti en remerciant le médecin pour le conseil. Alors que Tsutsumi quitte l'hôpital, il est interpellé par une voix familière. C'est Kai, couvert de sang, et le vieil inspecteur est complètement abasourdi par la vue. Notre gars affiche un sourire flippant et dit à l'inspecteur qu'il a une faveur à lui demander. Tsutsumi essaie toujours de comprendre la scène, demandant à Kai ce qui s'est passé avec tout ce sang. Kai, avec l'air d'un démon, dit à l'inspecteur qu'il vient de tuer l'homme tatoué. Le vieil inspecteur est absolument sur le cul, transpirant à grosses gouttes face à cette confession de sang-froid. Notre gars brandit la lettre ensanglantée de Yoo-jun, révélant que son ami décédé lui a tout dit. Il tend la lettre à Tsutsumi et essaie de partir, lui disant de la lire plus tard.
L'inspecteur l'attrape, n'allant clairement pas laisser un meurtrier avoué partir comme ça. Tsutsumi exige de savoir où diable Kai pense aller après avoir lâché cette bombe. Kai, les yeux brillants, déclare qu'il va en Corée pour prendre d'assaut la forteresse. Il sort le téléphone ensanglanté du psychopathe tatoué, montrant à l'inspecteur sa prochaine piste. Kai explique que les messages prouvent que le salaud n'était qu'un pion pour un cerveau plus grand. La prochaine cible est confirmée. Le père espion psychopathe de Yoo-jun, Park Jung-gu, qui se la coule douce en Corée. L'inspecteur Tsutsumi lit le nom Jung-gu et a l'air d'avoir vu un fantôme. Kei dit à l'inspecteur qu'il ne peut pas redevenir ignorant maintenant qu'il connaît la vérité. Notre gars promet de couvrir les frais médicaux de Rika pour que son père puisse rester au Japon et la protéger. Le vieil inspecteur est absolument furieux, n'acceptant aucune des conneries de héros solitaires de Kai. Tsutsumi attrape notre gars par les cheveux, le traitant de fou pour son plan imprudent. Kei encaisse, disant à l'inspecteur qu'essayer de l'arrêter est complètement inutile. L'inspecteur change de ton, attrapant Kai et déclarant qu'il vient avec lui. De retour dans la chambre d'hôpital de Rika, Tsutsumi entame une discussion sérieuse avec notre gars. Le vieil inspecteur admet que Kai est la seule personne à qui il peut vraiment confier Rika. Tsutsumi attrape la tête de Kai, lui ordonnant de revenir vivant quoi qu'il arrive. Le vieil inspecteur dit à Kai de revenir pour lui et Rika, peu importe ce que cela coûte. Tsutsumi passe en mode père, disant à un Kai ensanglanté et brisé qu'il sera toujours son fils. L'inspecteur admet qu'il jette son badge pour ça, choisissant la famille avant la loi. Notre gars promet de revenir, scellant le pacte alors que leurs silhouettes se découpent sur le ciel nocturne. On coupe à Séoul, où un bulletin d'information confirme que le jumeau idole de K-pop de Kai est officiellement en pause. La demi-sœur, Yona, regarde les nouvelles, qualifiant toute l'excuse de mauvaise santé de coup de com'. L'idole de K-pop, Jin, demande à sa demi-sœur pourquoi diable elle squatte encore chez lui. Yona lui balance la froide vérité, disant qu'elle est juste là pour surveiller le junkie. Le beau gosse a l'air touché par sa façon tordue de montrer qu'elle s'en soucie. Jin la compare à sa mère au Japon et on sait que ça doit le toucher en plein cœur. La demi-sœur psychopathe, Yona, devient étonnamment personnelle, demandant à Jin comment est sa mère. L'idole de K-pop admet qu'il n'a jamais vraiment rencontré sa propre mère. Il révèle que c'est notre gars Yoo-jun qui lui a remis une lettre d'elle. La lettre confirmait que sa mère vit à Tokyo avec son frère jumeau, Kai. Yona est complètement sur le cul par la révélation du jumeau, alors que Jin souhaite pouvoir le rencontrer. Jin dit que c'est impossible maintenant que Yoo-jun est parti, avant que Yona ne lui demande pourquoi il a besoin de tant d'argent. Le beau gosse se confesse de nulle part, admettant qu'il a tué quelqu'un. Il explique qu'il était défoncé et qu'il a renversé quelqu'un en allant à un concert. Un flashback montre sa crise, alors qu'il révèle que son père PDG a étouffé le délit de fuite. L'idole perd complètement la tête, pensant qu'il ferait mieux d'être mort avant que son père ne l'abandonne. Yona tient son frère alors qu'il fait une dépression nerveuse complète après sa confession. La demi-sœur psychopathe admet qu'il est le seul à qui elle peut se plaindre de leurs parents. Elle lui dit de ne pas mourir parce que ce serait un problème pour elle. Comme c'est mignon. Le monologue intérieur de Yona révèle son vrai plan. Jin est la seule faiblesse de son père. On coupe sur un salaud d'entreprise élégant qui veut déterrer des saletés sur l'idole de K-pop. Ce nouveau clown explique à ses sbires que si Jin tombe, toute l'entreprise s'effondre. Il expose son plan directeur pour prendre la relève en tant que nouveau successeur et partager la richesse. Toute sa bande de types louches en costume gobe complètement ce discours de prise de contrôle hostile. Le serpent d'entreprise devient tout dramatique, qualifiant sa petite prise de pouvoir de « révolution ». Toute la salle de sbires d'entreprise applaudit, complètement prête pour un bain de sang en salle de conseil. Le serpent d'entreprise brandit un marqueur, ajoutant une dernière chose à son plan de prise de contrôle. Ce clown est devant un tableau blanc, exigeant que son petit coup d'état d'entreprise soit absolument impeccable. Il brandit une photo de Kai, révélant que notre gars pourrait connaître sa véritable identité. Le serpent donne un nouvel ordre à ses sbires, trouvez Kai et tuez-le à vue. Toute sa bande de costumes applaudit et le salaud se délecte de leur enthousiasme. Le serpent d'entreprise passe en mode super vilain, lançant officiellement sa révolution. On coupe sur un bateau filant à toute vitesse sur l'océan la nuit, se dirigeant droit vers la Corée. C'est Kai et l'inspecteur Tsutsumi qui dit à notre gars qu'ils sont sur le point d'arriver. Kai est assis dans le froid, jurant de venger tout le monde et de retourner au Japon quoi qu'il arrive. La narration de Kai désigne sa première cible alors qu'on voit le serpent d'entreprise célébrer. Le serpent d'entreprise et ses sbires célèbrent leur petit coup d'état comme s'ils venaient de gagner au loto. Mais la scène se brise alors que Kai crie le nom de sa vraie première cible, le père de Yoo-jun, Jung-gu. On coupe sur une église calme et vide, instaurant une humeur complètement différente et sombre. L'idole de K-pop Jin est dans un confessionnal, admettant qu'il a commis beaucoup de péchés.
Un flashback le montre en train de prendre des pilules, confessant qu'il a trahi des gens dans sa vie. Un autre souvenir le montre entouré de femmes alors qu'il admet avoir blessé les autres. La victime du délit de fuite tombe de sa voiture alors qu'il qualifie ses actions de totalement impardonnables. Il pense à sa demi-sœur Yona, décidant qu'il veut enfin changer ses habitudes. Le beau gosse touche son bracelet, jurant de vivre une vie qui ne lui fera pas honte. Jin se lève du confessionnal, remerciant le prêtre d'avoir écouté toute sa triste histoire. Le prêtre offre une bénédiction à l'idole de K-pop, lui souhaitant du bonheur pour son avenir. Jin affiche un sourire sincère, remerciant le prêtre d'avoir écouté toute son histoire tragique. On coupe au bureau du père PDG, demandant à son fils s'il veut vraiment un traitement contre la drogue. Le beau gosse confirme, disant qu'il doit se sevrer avant les débuts de sa demi-sœur. Le père PDG, Im Do-yeon, lance à son fils ce regard froid et calculateur familier. Jin a l'air déterminé, promettant qu'il veut faire un vrai retour sur scène une fois qu'il sera clean. Le père PDG se lève et Jin a l'air surpris par ce mouvement soudain. Il promet de présenter Jin au meilleur médecin de Corée et le gamin est vraiment plein d'espoir. Le salaud sans âme joue le rôle du père faussement encourageant, disant à son fils de faire de son mieux. Le père PDG pose ses mains sur les épaules de Jin et le beau gosse est secoué par le contact. L'idole de K-pop, Jin, est absolument radieux, gobant complètement le faux soutien de son père. Le beau gosse prend un ascenseur, pensant que son père est enfin, réellement, en train de le soutenir. Jin court dans un parking, jurant de ne pas foirer à nouveau pour le bien de Yona. Il s'imagine de retour sur scène, prêt à être un frère dont sa demi-sœur peut être fière. Mais sa petite fantaisie est interrompue par une voix qui le fige sur place. Un salaud souriant dans le rétroviseur d'une voiture le salue, et on sait que ce n'est pas le médecin. C'est le père espion psychopathe de Yoojun, Park Jung-gu, qui appelle l'idole « Monsieur le meurtrier ». Le beau gosse est complètement terrifié, réalisant qu'il vient de tomber droit dans un piège. Deux sbires le coincent par derrière, alors qu'il exige de savoir qui diable ils sont. Un des sbires lui plaque un putain de chiffon de chloroforme sur le visage, et c'est l'extinction des feux pour l'idole. Le père espion psychopathe de Yoojun fait taire l'idole, lui disant qu'il est complètement inutile de crier. Il révèle qu'ils ont déjà assommé toute la sécurité, laissant le beau gosse totalement impuissant. L'idole de K-pop panique, alors que le psychopathe lui demande s'il veut vraiment savoir qui ils sont. Le père espion allume une cigarette et lâche nonchalamment qu'ils sont les collègues de son père. Un gros plan sur le visage suffisant du père espion psychopathe, alors qu'il tire une bouffée de sa cigarette. Il précise qu'ils viennent des « affaires de la pègre » du père PDG et l'intrigue s'épaissit. Le beau gosse panique toujours alors que le père espion lui dit de se calmer et de ne pas être si tendu. Jung-gu lui enfonce un pistolet dans le ventre, lui disant de simplement jouer le jeu pendant un petit moment. La voiture des ravisseurs file à travers la ville, emmenant le beau gosse vers un lieu inconnu. Jin se réveille dans la voiture, complètement confus sur qui sont ces salauds et ce qu'ils veulent. Jin sursauta, surpris par quelque chose. Le père espion Jung-gu chloroforme le beau gosse idole, Jin, qui ne se doute de rien. Le père espion Jung-gu offre un verre à Jin, feignant des excuses. Ce type est un vrai serpent. Le père espion Jung-gu offre de la drogue à Jin au lieu de l'alcool. Quel père modèle! On offre une poignée de pilules à Jin. C'est de l'amour vache de haut niveau. Le père espion Jung-gu ricane, préparant clairement un mauvais coup. Je savais que ce type était louche. Le père espion Jung-gu offre des femmes ligotées à Jin. Ça vient de prendre un tournant sombre. Jin réagit avec choc et dégoût à l'offre. Bien, quelqu'un a un peu de morale. Le père espion Jung-gu montre à Jin une photo de lui en train de frapper quelqu'un. C'est censé être du chantage. Jin perd complètement la tête, paniquant à la vue de la photo. On dirait que le chantage a marché. Merde. Le père espion psychopathe de Yoojun ricane, qualifiant d'impressionnante la vie de merde de l'idole de K-pop. Le père espion jette une pluie de photos, traitant Jin de catalogue de scandale ambulant. Jin est absolument horrifié, fixant la photo de sa victime du délit de fuite. Le beau gosse perd la tête, incapable de comprendre comment ils ont obtenu toutes ces saletés sur lui. Le père espion le chambre, le qualifiant de « fils idiot de la génération », alors que Jin serre les preuves. Jung-gu claque le visage de l'idole directement sur la table, montrant qu'il a fini de jouer gentiment. Le psychopathe tient la tête de Jin, prétendant qu'il n'aime pas la violence et ne le tuera pas. Il ordonne à Jin de se confesser aux flics, mais de ne pas impliquer leur petite organisation. L'idole de K-pop craque, hurlant qu'il ne suivra jamais un plan qui ruine son père. Pour prouver son point, le père espion psychopathe exécute simplement une des femmes ligotées. Le père espion psychopathe de Yoojun ricane avec un pistolet fumant, demandant à l'idole horrifiée s'il a dit quelque chose. Le père espion pointe son arme sur une autre femme, disant à Jin de prendre sa décision rapidement. Il commence un compte à rebours alors qu'on voit les conséquences brutales de la première exécution.
L'arme s'est maintenant pointée sur la dernière femme terrifiée, alors que Jin hurle pour qu'il arrête. L'idole de K-pop finit par craquer, hurlant qu'il a compris et le suppliant de ne tuer personne d'autre. Le père espion psychopathe tire sur la dernière femme quand même, juste pour être un vrai salaud. Jin demande pourquoi il a fait ça, et le père espion explique qu'il ne laisse pas de témoin en vie. Il attrape la tête de Jin et menace de tuer sa demi-sœur Yona s'il ne coopère pas. Le beau gosse craque et attrape le père espion, qui lui dit simplement de ne pas perdre de temps. Les sbires de Yoongu sortent tous leurs armes, encerclant l'idole de K-pop complètement dépassée. Le père espion psychopathe de Yoojun dit à un Jin terrifié que lui et son père sont échecs et mat. Mais un des sbires est projeté en l'air de nulle part, et tout le monde est complètement abasourdi. Le père espion et sa bande perdent la tête, exigeant de savoir ce qui se passe. L'œil de l'idole de K-pop reflète le nouveau venu, alors qu'il réalise qu'il vient de gâcher la fête. Un flashback montre Yoojun disant à Jin que son frère jumeau a exactement le même visage et la même voix. Le souvenir continue avec Yoojun rappelant à Jin que Kai est son seul frère au monde. De retour dans le présent, un point dans une veste rouge se connecte, confirmant que la cavalerie est arrivée. Le flashback revient, avec Yoojun disant à Jin qu'il devrait reconnaître son jumeau instantanément. C'est notre gars Kai, avec des yeux rouges brillants, l'air prêt à démolir absolument tout le monde. L'idole beau gosse est complètement sans voix, rencontrant enfin son frère jumeau en chair et en os. Alors que l'idole de K-pop murmure « frère », notre gars Kai est déjà occupé à refaire le portrait d'un sbire.